Bien, on est reparti donc pour notre cours de droit des sociétés. On termine rapidement l'introduction. Hier, on s'était quitté en parlant des grandes distinctions que le droit des sociétés fait, et j'avais évoqué une distinction qui était société ouverte, société fermée, qui est une distinction importante parce qu'en France, on traite ces sociétés-là comme des groupements soumis en partie aux mêmes règles. Ce sont toutes des sociétés, la toute petite SARL comme la très grande société cotée, mais on applique des règles en plus à la grande société. Donc, ça c'est une première distinction dont je voulais vous parler. Une autre distinction très classique du droit des sociétés, c'est les sociétés qui ont la personnalité morale et les sociétés qui n'ont pas la personnalité morale. Ça, c'est un point qui est important parce que la grande majorité des sociétés, on verra comment elles font pour arriver à cela, mais elles sont des personnes morales, souvenir de vos études des années précédentes. Donc, ce sont des personnes juridiques. Vous connaissez le sens de l'expression personne morale. Vous savez qu'en France, on est parmi les rares à utiliser ce terme un peu curieux parce que ce sont précisément pas des personnes. On ne voit pas ce que la morale a à faire là-dedans. Le bon sens, le bon terme juridique, ça serait quoi plutôt que de parler de personne morale ? Vous dites comment, nos amis étudiants venus d'autres pays ? Pardon ? Vous dites la capacité d'ester en justice ? Oui, alors ça c'est un des effets, mais c'est vrai que c'est pas... vous les appelez comment dans les autres pays ? Oui. En allemand, on dit personne juridique. Donc... pourquoi est-ce que l'allemand se trompe de ce point de vue ou n'est pas assez précis ? Vous savez, c'est comme dans les mauvais spectacles, vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Lyon et puis quand quelqu'un « Ah, et vous vous en vantez en plus !» Voilà. Bon, non mais merci de participer aux échanges, effectivement. D'accord, on dit personne juridique. En anglais, on dit comment les personnes morales ? Legal entity, absolument, entité légale. Ce que veulent dire l'anglais et l'allemand en l'occurrence, c'est que ce sont des personnes, mais du point de vue du droit uniquement ou du point de vue de la loi uniquement. Ici, c'est un peu curieux, ce terme de personne morale, c'est assez bien passé dans le langage courant, mais il faudrait dire, si on voulait être très exact et très précis, personne uniquement du point de vue juridique. Si on dit personne juridique, le problème, et pourquoi je vous taquinais, monsieur, tout à l'heure, le problème c'est quoi ? C'est que personne juridique, legal entity, c'est mieux parce qu'on comprend entité légale, on comprend que c'est pas des personnes, c'est des entités, c'est autre chose. Mais personne juridique, le problème c'est que des personnes juridiques, nous, on est aussi des personnes juridiques. Les personnes physiques ont aussi la personnalité juridique. Donc ça serait mieux de préciser les choses et de dire personne du seul point de vue du droit. Mais voilà, bon, comme on veut aller plus vite, on dit personne morale. Donc les sociétés, beaucoup, ont la personnalité morale. Ça leur permet de faire des contrats, ça leur permet d'avoir un patrimoine. Et l'avantage, on le verra, d'avoir un patrimoine, c'est que du coup, tous les risques liés à l'activité de la société, ils sont logés, ils sont cloisonnés dans ce patrimoine. Et le résultat, je vois qu'il y a des gens du Maroc qui nous suivent par exemple, mais ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à donner votre contribution aussi. Donc, l'immatriculation, on le verra au registre du commerce et des sociétés, elle permet de doter la société de la personnalité juridique, donc d'un patrimoine, et le résultat, c'est que les risques sont dans ce patrimoine. Je prends un exemple tout de suite. Une société qui exerce une activité de plomberie, s'il y a un problème parce que les travaux sont mal faits et un immeuble est entièrement inondé, il y a sans doute une assurance qui couvre, mais imaginons que l'assurance ne couvre pas pour une raison X ou Y.
Le responsable, c'est la société. Donc c'est dans le patrimoine de la société qu'on va aller chercher de quoi indemniser ceux qui ont subi un dommage. C'est pas dans le patrimoine du dirigeant, c'est pas dans le patrimoine de l'associé de la SARL. Donc ça, c'est un point important. Beaucoup de sociétés ont la personnalité morale. Et puis, vous avez d'autres sociétés qui n'ont pas la personnalité morale. On les connaît moins, notamment parce que leur existence est souvent gardée secrète. Ce sont les sociétés qui ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Le fait de ne pas être immatriculé, ça ne veut pas dire automatiquement qu'elles sont secrètes. On peut faire connaître leur existence, même si elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, mais souvent, en plus de ne pas être immatriculées, elles sont gardées secrètes. On s'engage à ne pas révéler l'existence de la société. Ce sont quoi? C'est ce qu'on appelle les sociétés en participation. Et une autre forme de société qu'on verra, les sociétés créées de fait. Je vous trouverai des statuts de société en participation pour que vous regardiez comment ça fonctionne. L'idée, ce sont des sociétés qui sont, pour les sociétés en participation, juste un contrat de société. On fait un contrat entre les associés, mais on ne va pas faire de la société une personne morale. Souvent, c'est un contrat qui permet une coopération, juste, entre les associés pour une opération déterminée, c'est-à-dire que on va du coup avoir une société qui dure juste le temps d'une opération. Pour ceux qui sont par terre, vous avez quelques places encore au tout premier rang, c'est peut-être plus agréable pour vous. Bien, donc ça c'est les sociétés en participation, on en reparle un peu plus en détail par la suite, et vous avez les sociétés créées de fait. C'est une autre notion assez connue du droit des sociétés. Ce sont les sociétés que le juge va reconnaître alors que les parties n'ont pas dit qu'elles voulaient faire une société. Le juge va qualifier, il y avait une place juste devant, le juge va ici. Le juge, ça marche, hein, et puis vous avez une place au milieu aussi. Je vous rappelle que je ne suis rémunéré que par vos pourvoirs. Non. Bien, donc, société créée de fait, on peut toujours tenter. Société créée de fait, c'est une société que le juge reconnaît quand les parties soit n'ont rien dit, soit ont appelé leur groupement autrement. Imaginons une association d'étudiants qui en réalité partage tout ce qu'elle encaisse, elle le partage entre les membres de l'association. Ce ne serait plus une association, ce serait une société. Et comme c'est une société que les parties n'ont pas voulu déclarer comme société, c'est le juge qui va dire c'est une société. Et on appelle ça créer de fait. En pratique, on dit plus souvent d'ailleurs société de fait, mais le bon terme c'est société créée de fait. Bien. Donc ça c'est une autre distinction importante. Troisième distinction importante, je m'arrête un instant, les distinctions, pourquoi je vous en parle? C'est pas parce que dans mon plan de cours, il y a marqué que je dois parler de telle et telle distinction. C'est parce que ces grandes distinctions, elles servent à donner des catégories de sociétés et à leur appliquer des règles communes. On va voir qu'il y a plein de formes différentes de sociétés, SARL, société civile, SAS, etc. Eh bien, quand vous aurez à commenter par exemple un arrêt sur une SAS, demandez-vous toujours si ça s'applique aux autres sociétés de la même catégorie. Est-ce que ça va s'appliquer par exemple à toutes les sociétés qui ont la personnalité morale, ou est-ce que c'est une solution qu'on ne peut pas... Pardon, je clarifie. Est-ce que c'est une solution qu'on applique à toutes les sociétés, ou est-ce que c'est une solution qu'on applique uniquement aux sociétés qui ont la personnalité morale, par exemple? Est-ce que c'est une solution qu'on applique à toutes les sociétés fermées, ou est-ce que c'est une solution qui est réduite à une forme de société particulière? Donc, c'est ça l'utilité d'évoquer avec vous ces grandes distinctions. Troisième grande distinction, les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
société civile et société commerciale, je précise que dans beaucoup de pays, on n'a pas cette distinction. C'est une ancienne distinction du droit français que d'avoir, alors c'est repris par certains autres droits civils, enfin droits de pays qui ont pris comme modèle le droit français, mais cette distinction, vous la connaissez bien parce que vous avez déjà eu pour beaucoup d'entre vous un cours qui s'appelle droit des affaires et qu'on appelle aussi parfois droit commercial, et vous avez étudié la distinction entre l'acte civil et l'acte de commerce, entre le commerçant et le non-commerçant. Bon, les sociétés sont classées aussi en deux grandes catégories, les sociétés civiles d'un côté, les sociétés commerciales de l'autre. Donc c'est une grande distinction du droit des sociétés, distinction qui est un peu, encore une fois, qui est basée sur un modèle assez, une distinction assez ancienne. Des fois, ceux qui rédigent des textes sont mal à l'aise avec cette distinction, notamment un texte que je vais vous citer dans quelques instants. Mais d'abord, on va voir ensemble la distinction pour bien la comprendre. Vous avez des sociétés qui ont une activité civile. C'est quoi les activités civiles? Vous connaissez quoi comme activité civile? Vieux souvenir de votre cours. L'achat. Voilà, l'achat pas pour revendre, c'est une activité. Enfin, tout acte est par principe un acte civil, sauf quand il devient acte de commerce. En réalité, l'acte de commerce, c'est l'exception. Si on ne peut pas qualifier un acte de commercial, il est civil. Le principe, c'est qu'un acte est par nature civil. Vous avez dans le Code de commerce toute une série de textes qui nous donnent une liste. On n'a pas une vraie définition globale, c'est la doctrine qui va donner une définition. Mais on a toute une série dans le Code de commerce d'actes qui sont classés comme actes de commerce. C'est les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce. Quelqu'un a écrit, et c'est une bonne chose, dans les actes civils, écrit médecin. L'exercice de la médecine, c'est effectivement une activité civile, parce que c'est une profession libérale, et une profession libérale à contenu intellectuel. Quand on est dans des professions intellectuelles, généralement, la qualification qu'on retient, c'est la qualification civile. En revanche, toute une série d'activités qui se fondent notamment sur l'achat pour revendre, le fait d'acheter des biens pour les revendre, ça fait partie des actes de commerce, article L110-1 du Code de commerce. Donc, vous avez certaines sociétés qui exercent des activités civiles et des sociétés qui exercent des activités commerciales. Les premières sont des sociétés civiles, les secondes sont des sociétés commerciales. J'ajoute à ça que pour certaines sociétés, la loi vous dit que quelle que soit leur activité, elles ont une forme commerciales. Donc elles sont toujours des sociétés commerciales, même si elles exercent une activité civile. Les formes du livre 2 du Code de commerce, c'est les grandes sociétés commerciales, SARL, SA, SAS, c'est les plus importantes. Ces sociétés-là, même si elles exercent une activité civile, elles ont une forme et une nature, du coup, ce sont des sociétés commerciales. Même si leur objet est civil, si vous faites une société à responsabilité limitée, forme commerciale, qui exerce une activité d'expert comptable, l'activité d'expert comptable, c'est une activité civile, c'est une profession libérale à contenu intellectuel, et bien, dans ce cas-là, vous avez une société qui a une forme commerciale et qui reste une société commerciale. Ça change quoi? Ça fait quoi d'être une société civile ou d'être une société commerciale? Si vous êtes une société civile,
vous êtes soumis aux règles du Code civil, aux règles applicables à toutes les sociétés. Et vous êtes soumis aussi aux règles du Code civil sur les sociétés civiles, article 1845 et suivant du Code civil. Ça, c'est si vous êtes une société civile. Si vous êtes une société commerciale, vous êtes soumis aux règles du Code civil sur toutes les sociétés, article 1832 et suivant, mais on s'arrête juste avant l'article 1845, juste avant le chapitre sur les sociétés civiles. Et vous êtes soumis aussi aux règles sur les sociétés commerciales que vous trouvez dans le livre 2 du Code de commerce. Dans le livre 2 du Code de commerce, vous trouvez des règles, il n'y en a pas beaucoup, qui s'appliquent à toutes les sociétés commerciales. C'est les articles L210.1 et suivants du Code de commerce. Je suis désolé, mais de temps à autre, il faut donner des séries de textes comme ça. L210.1 du Code de commerce. Et puis, vous avez, pour chaque forme, des règles particulières. Exemple, la SARL, vous allez trouver les articles L223-1 et suivants du Code de commerce. Donc ça, c'est l'architecture et les règles qui s'appliquent aux sociétés civiles d'un côté, aux sociétés commerciales de l'autre. J'ajoute une chose, quand vous êtes une société commerciale, vous êtes soumis aux règles sur les commerçants. Quand on vous dit que les commerçants doivent avoir une comptabilité qui obéit à tel et tel critère, ça vise les commerçants personnes physiques et ça vise aussi les commerçants personnes morales, donc les sociétés commerciales. Vous vous rappelez, ceux qui ont eu le cours de droit commercial, de la règle sur la liberté de la preuve ou pas? C'est quoi la liberté de la preuve? La liberté de la preuve, c'est en droit civil, alors qu'en droit commercial, c'est l'inverse. Voilà. En droit commercial, la preuve est libre, alors qu'en droit civil... En droit civil, la preuve n'est pas libre. Pourquoi? Il faut un acte écrit au-dessus de quel montant? Oui? 2000? Ça a monté? 1500 €, effectivement. Donc, en droit civil, si vous faites un acte qui porte sur plus de 1500 € et que vous n'avez pas d'acte écrit, le problème, c'est que vous ne pouvez pas établir la preuve de votre acte. Alors, vous avez toute une série de cas dans lesquels vous allez pouvoir vous arranger sans preuve écrite. C'est quoi, par exemple? Rafraîchissez-moi la mémoire. C'est votre cours de droit civil, plutôt. Acte sous seing privé, c'est un écrit, donc normalement ça va, vous en avez un. Une facture, en fait, c'est quoi? C'est le commencement de preuve par écrit. Vous n'avez pas un vrai contrat signé, mais vous avez un écrit qui émane de l'autre partie et qui laisse penser que l'acte, que le contrat existe. Donc vous avez un commencement de preuve par écrit et vous pourrez le compléter avec d'autres éléments. Voilà un exemple où les cas d'impossibilité matérielle ou morale, on fait un contrat mais on est sur le Titanic, il est en train de couler, c'est compliqué de signer, comment on fait? Impossibilité matérielle, ou plus fréquemment invoquée, impossibilité morale. Est-ce qu'on demande un contrat entre personnes qui sont très proches? C'était compliqué, vous comprenez, monsieur le juge, et pourtant je lui ai prêté des millions. Bon, bref. Donc, ça c'est en matière civile. En matière commerciale, la preuve est effectivement libre, mais il me manque une précision. Elle est libre à l'égard de qui? À l'égard des clients? Ça serait mieux à l'égard des clients, mais non, c'est le contraire, c'est à l'égard des commerçants. Voilà, la preuve est libre à l'égard des commerçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une règle qui est là pour accélérer l'activité, la vie des affaires, comme on dit, avec ces tournures de phrases un peu anciennes. L'idée, c'est que comme on ne peut pas s'arrêter pour signer un écrit systématiquement, à l'égard des commerçants, on admet que l'on puisse se dispenser d'un écrit pour prouver l'existence d'un acte juridique et donc
quand on veut prouver contre un commerçant l'existence d'un acte, pour le coup, le Code de commerce nous dit, c'est l'article L110-4, si ma mémoire est bonne, l'article L110-4 nous dit que la preuve est libre à l'égard des commerçants. Donc la preuve est libre à l'égard des commerçants, ça veut dire que la preuve est libre aussi à l'égard des sociétés commerciales. Si celui contre lequel vous voulez prouver un acte, c'est une SARL ou une SAS, donc une société commerciale par la forme, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un écrit. Si jamais c'est une société civile, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas commerçant, et donc vous devez respecter les règles de preuve du Code civil. Sauf si vous parvenez à montrer que c'est une société avec une forme civile, mais qu'en réalité, c'est une société qui exerce une activité commerciale. Pourquoi ? Parce que vous pouvez établir qu'elle fait une activité habituelle d'achat pour revendre. Et donc, si vous pouvez prouver qu'il n'y a peut-être pas la forme commerciale, mais il y a une activité commerciale, alors le juge acceptera de reconnaître que cette société est une société commerciale. Et donc d'appliquer par la suite la règle de liberté de la preuve du Code de commerce. Il faudra quand même prouver encore une petite chose, c'est que l'acte en question était bien un acte de commerce. Mais comme vous avez une présomption de commercialité, des actes faits par le commerçant pour les besoins de son activité, ça devrait être déjà plus facile si vous avez réussi à prouver que la société, je vois passer une observation, la coutume, alors non, pas dans mon cours et pas à ce niveau-là, donc voilà. Mais par contre, voilà, votre mot la coutume me fait penser à un autre point important. Si on est en matière commerciale, il y a une règle qui s'applique, qui est effectivement une règle qui est liée à un usage. Au départ, c'est quoi cette règle ? Vous avez vu ça l'année dernière ? Vous, monsieur, là, qui écrivez la coutume, c'est quelle coutume ? Ça vous dit rien, une coutume qui vaut en matière commerciale un usage, oui ? La TVA incluse, alors je vois passer la lex mercatoria, c'est pas ça non plus. L'anatocisme, pas loin. On va y arriver. Allez, on reste ensemble. On est unis, on est solidaire. Voilà. Sauf que si vous dites on est solidaire quand vous êtes dans un mouvement de protestation, c'est plutôt sympa. Si vous dites on est solidaire quand vous êtes en matière d'obligation, c'est moins sympa parce que ça veut dire quoi la solidarité ? Voilà, tout le monde, tous les codébiteurs sont tenus de l'intégralité de la dette. Ça veut dire que si vous reconnaissez que vous êtes solidaire, on peut vous demander 100% du montant de la dette. Et ça vaut non pas entre commerçants, mais ça vaut en matière commerciale. Donc si un acte est qualifié d'acte de commerce, il y a une présomption de solidarité. Si vous n'avez pas écrit dans le contrat qu'elle était écartée, par principe, vous êtes présumé donc tenu solidairement des conséquences de l'acte. Société civile, société commerciale, la distinction, je le répète, elle est assez ancienne. Il n'y a pas, je ne crois pas que la majorité des systèmes juridiques l'ait. Le droit français fait partie des quelques systèmes juridiques qui l'ont. Je ne sais pas, j'interroge, d'ailleurs je profite de ce petit amphithéâtre de droit comparé, nos amis allemands par exemple, est-ce que vous avez l'acte de commerce chez vous et une théorie du commerçant ? C'est pas net ? Peut-être, peut-être pas ? Bon, à voir, j'arrête de vous embêter sur vos droits respectifs, mais en tous les cas, on a dans beaucoup de droits des règles qui s'appliquent aux activités du type marchand de biens, mais on n'a pas forcément une grande catégorie qui est appelée acte de commerce, commerçant, etc. Donc, on a cette grande distinction. Deux points encore sur cette distinction. Premier point,
elle est parfois troublée par le fait qu'on a créé des sociétés à forme commerciale, mais pour exercer une activité civile. Une société à forme commerciale, mais pour exercer une activité civile, ce sont les sociétés d'exercice libéral, SEL. C'est la loi du 31 décembre 1990. Vous l'avez dans le Code des sociétés, je suis en train de la retrouver. Voilà. Exercice sous forme de société d'exercice libéral, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. L'idée, c'est qu'on permet à certaines professions d'utiliser les formes commerciales, exemple société anonyme ou SARL, pour exercer des activités qui sont civiles, et on leur donne des règles particulières pour préserver le caractère civil de leur activité. Du coup, ça fait des sociétés qui sont un peu à mi-chemin. On ne sait pas vraiment, enfin, on ne sait pas, elles sont à activité civile, profession libérale, mais à forme commerciale. Donc, on ne sait pas si ce sont vraiment des commerçants. Alors, la réponse est plutôt oui, parce qu'elles ont une forme commerciale, ou s'il faut regarder plutôt la nature civile de l'activité qu'elles exercent. Vous allez avoir des règles particulières, par exemple, pour les soumettre à la compétence du juge civil, parce que l'activité qu'elles exercent est une activité civile. Mais il faut créer une règle particulière, parce que s'il n'y avait pas de règle particulière, on dirait ce sont des sociétés commerciales, donc des commerçants, et donc application de la compétence du tribunal de commerce. Oui ? Quel intérêt d'être enregistré au RCS si on exerce des activités que civiles? Très bonne question. Quel intérêt d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés si on exerce une activité civile? Alors, je dis très bonne question parce qu'elle nous permet de préciser, mais on y revient un peu plus tard, que le registre du commerce et des sociétés, vous y trouvez les commerçants, personnes physiques, mais vous y trouvez toutes les sociétés qui veulent avoir la personnalité morale. Donc des sociétés commerciales, mais aussi toutes les sociétés civiles. Les sociétés civiles immobilières, par exemple, aujourd'hui sont forcément immatriculées au RCS si elles veulent avoir la personnalité juridique. Donc, l'immatriculation, elle vaut pour les sociétés civiles comme pour les sociétés commerciales. En tous les cas, cette distinction, elle est déjà un peu perturbée par les sociétés d'exercice libéral, et puis des fois, elle est perturbée par des rédacteurs de textes qui écrivent des choses curieuses. Si vous ouvrez, ce qui vous arrive, j'imagine, assez fréquemment, le code rural et de la pêche maritime, il y a plein de codes sur Légifrance, quand vous vous ennuyez, feuilletez-les. Et donc, vous trouvez quoi? Vous trouvez dans les textes sur les sociétés coopératives agricoles, vous trouvez écrit ceci, article L521-1, elles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tout moyen propre à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. J'en parlais hier, c'est la société qui va acheter des engins agricoles pour les mettre à disposition des associés, ou qui va acheter un silo pour qu'ils puissent stocker leur production le temps que le cours monte et pour pouvoir revendre leur production au meilleur prix et réaliser le bénéfice le plus élevé possible. Ça, c'est des sociétés coopératives agricoles. Et on vous dit quoi? On vous dit les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Ça, c'est un peu, je le dis sans agressivité, mais c'est un peu une particularité du monde des sociétés coopératives de considérer que
on a une forte originalité. Là, l'originalité, elle est actée dans le texte. Vous avez plein de secteurs coopératifs différents et chacun de ces secteurs a effectivement des originalités, c'est vrai. Les coopératives de banque, c'est pas la même chose que les coopératives agricoles. Les coopératives de commerçants, c'est pas la même chose que les coopératives d'artisans. Très bien. Mais quand on vous écrit qu'elles forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, est-ce que c'est possible? En principe, non. Parce que si ce n'est pas une société commerciale, c'est une société de nature civile. Qu'est-ce qu'on a voulu dire en réalité par cet article? On a voulu dire que ces sociétés ne devraient pas être soumises aux règles spéciales sur les sociétés civiles qui sont dans le Code civil, le chapitre article 1845 et suivant. Mais c'est bizarre de dire, c'est pas correct en réalité de dire qu'elles ne sont ni civiles ni commerciales. Si elles ne sont pas commerciales, elles sont forcément civiles. Voilà. Donc, un texte qui mérite d'être regardé, et je vous ai mis hier un lien vers un article, l'article 1er d'un modèle de coopérative agricole qui est largement utilisé. On va s'arrêter un instant là-dessus. Donc le lien, vous l'avez, je l'ai mis par Twitter, je l'ai mis sur mon blog. Si vous tapez sur Google Bruno Dondero blog, vous trouvez ça tout de suite. Donc vous avez l'article, je l'ai fait en capture d'écran, ce qui me prend toujours beaucoup de temps. Et donc, pourquoi est-ce que l'article est intéressant? J'avais dit que cette année, on essaierait de regarder des clauses de statut. Voilà un exemple de clause de statut, article 1er donc, de ces statuts de coopérative. On nous dit, il est constitué. Ce n'est pas la peine de le prendre en note parce que vous avez le lien, il est facilement accessible. Mais je lis quand même rapidement, il est constitué entre les sous-signés et ceux qui adhéreront au présent statut. Donc c'est, comme souvent les statuts de société, on prévoit qu'il pourra y avoir de nouveaux associés. Une société coopérative agricole à capital variable, régie, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez les différents textes qui vont s'appliquer. Régie par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, notamment du livre, je vous passe les détails. Premier corps de texte, Code rural et de la pêche maritime. Donc les textes sur les coopératives agricoles. Deuxième texte, la loi du 10 septembre 1947 sur les coopératives. Donc texte qui s'applique à toutes les coopératives, et notamment aux coopératives agricoles. Les articles, je vous passe sur le capital variable, et on nous dit, et des dispositions du livre 3, titre 1er, chapitre 1er du Code civil, c'est les articles du Code civil 1832 et suivants sur toutes les sociétés. Est-ce que vous avez déjà un petit commentaire à faire en tant que juriste sur l'ordre des textes qui a été donné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Je ne dis pas que c'est incorrect, mais une petite observation de juriste dans votre raisonnement habituel de juriste. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un tout petit peu étonnant? Oui. Le Code civil est placé à la fin. Alors ça, hommage à tous mes collègues civilistes, comment mettre le Code civil à la fin? Déjà qu'on a supprimé la théorie de la cause, quand même, c'est sympa. D'accord, le Code civil est à la fin. Mais pourquoi est-ce que c'est choquant que le Code civil est à la fin, à part l'affront à Portalis et autres? L'exception, c'est le Code de commerce. Par exception, vous voulez dire quoi en réalité? Que le principe, c'est le Code civil, mais c'est quoi? Enfin, c'est pas tout à fait principe-exception, c'est quasiment ça. Mais ce que vous voulez dire, dérogation, on tourne autour, on va y arriver. Mon TD géant va-t-il réussir? Je n'ai pas fait l'appel d'ailleurs. Alors, il manque quand même... Oui.
Voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Spécificité, c'est effectivement, là on va du très spécial au général. Et on vous apprend de commencer plutôt par le général pour aller au spécial. Donc le général, c'est effectivement le Code civil. Après, on ajouterait à ça la loi sur les coopératives qui concerne certaines sociétés soumises au Code civil. Et après, on ajouterait le Code rural et de la pêche maritime qui concerne les coopératives agricoles, donc certaines coopératives. Là, on a fait le chemin inverse, on part du très spécial pour aller vers le général. Bon, pourquoi pas, ça ne change rien, hein. C'est pas parce qu'on a mis en premier un texte qu'il prime sur un autre. D'ailleurs, ils ont peut-être raison de le faire puisque le spécial l'emporte sur le général, mais c'est vrai qu'on est plus habitué à commencer par poser le principe et puis après évoquer ce qui va déroger au principe. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces statuts disent les textes, donc il y a toute une liste de textes, et on ajoute que la société est soumise, elle est régie par les textes qui les ont modifiés, ces différents articles qui sont cités, ou qui les modifieront. Donc on vous dit déjà que la société, elle est régie par ces différentes lois, par les textes qui ont modifié ces lois, et par les textes qui les modifieront. On prévoit que la société sera régie par des lois qui n'existent pas encore. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que c'est une démarche habituelle? Pardon? Ça montre qu'il y a quand même un peu une insécurité juridique parce qu'on Alors, prévient déjà. il y a une insécurité juridique de ce fait, c'est vrai. Mais ça change de quel domaine que vous avez déjà étudié? L'application de la loi dans le temps à quel type d'acte que vous avez déjà étudié? Le contrat, il est normalement soumis aux règles du jour de sa formation. Alors il y a des dérogations à ça, notamment ce qu'on appelle les effets légaux du contrat, ou certaines lois qui décident qu'elles s'appliquent même au contrat déjà conclu, mais là, on a carrément les parties qui ont dit que les lois qui interviendraient par la suite s'appliqueraient à la société qu'elles sont en train de former. Donc, on peut relever, enfin, je ne dis pas que c'est faux, beaucoup de statuts font ça et décident qu'il y aura une application immédiate à la société des textes qui entreront en vigueur par la suite. Pour le moment, on garde ça là. On en reparlera plus tard de cette question d'application de la loi dans le temps. En tous les cas, c'était ma dernière observation sur la distinction société civile, société commerciale. Il y a des sociétés qui ne savent pas visiblement où elles sont, puisqu'elles viennent vous dire qu'elles ne sont ni civiles ni commerciales, mais on a expliqué que ça voulait sans doute dire qu'elles ne sont pas des sociétés civiles au sens soumises aux règles spéciales du Code civil sur les sociétés civiles. Elles ont quand même une nature civile et ce sont des sociétés. Troisième distinction, c'est peut-être celle qui vous servira le plus quand vous ferez des commentaires d'arrêt. Troisième distinction, c'est la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Distinction archi-classique. Pour faire simple, vous avez des sociétés dans lesquelles ce qui compte, c'est qui sont les associés. Ce qui compte, c'est la personnalité des associés. Et éventuellement, leur patrimoine. Ce sont des sociétés avec un fort, un peu de latin encore, intuitus personnel. Ce
Ce sont des sociétés où tous les associés se connaissent et ce sont des sociétés où, généralement, la responsabilité, ou le plus souvent, la responsabilité des associés aux dettes sociales est une responsabilité illimitée. Vous avez des sociétés où la responsabilité des associés est limitée aux apports qu'ils ont faits. Eh bien, les sociétés de personnes ont souvent une responsabilité illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la société ne peut pas payer ses créanciers, les créanciers, sous certaines conditions, peuvent aller demander aux associés de payer à la place de la société. Donc, société de personnes, grande importance de la personnalité des associés, souvent responsabilité illimitée aux dettes sociales, souvent aussi ce sont des sociétés qui émettent des parts, pas des actions, des parts sociales. Je donne les principales catégories de ces sociétés. La société civile, la société en non collectif, c'est une société commerciale de personnes. Et à certains égards, la SARL, mais la SARL, elle est à mi-chemin. Ça, c'est les sociétés de personnes qui sont souvent de petites sociétés. Au vu de ce que j'ai dit, est-ce que c'est des sociétés ouvertes ou fermées? Qui a dit ouvertes? Tout le monde se connaît. La personnalité est importante. Est-ce que c'est coté en bourse et n'importe qui peut acheter des actions de la société tous les 4 matins? Non. Donc ce sont des sociétés fermées. Et elles ne font pas, elles ne proposent pas, par nature, leur titre public. Ça, c'est les sociétés de personnes. Et en face, vous avez les sociétés dites de capitaux. Ce sont des sociétés où la personnalité de l'associé est moins importante. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir fait un apport à la société. Donc on ne va pas regarder qui est l'associé, on va regarder surtout s'il a bien effectué l'apport qu'on attend de lui. Ce sont des sociétés généralement à responsabilité limitée. Donc si la société n'a pas de quoi payer ses créanciers, on ne va pas demander aux associés de payer à la place de la société. Les créanciers vont devoir se payer sur le patrimoine de la société. Et s'il n'y a rien, s'il n'y a plus rien dans le patrimoine de la société, on déclenche alors une procédure qui est ce que vous étudierez l'année prochaine, les procédures de, entre guillemets, on ne dit plus comme ça aujourd'hui, mais de faillite. Donc c'est les procédures de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Ce sont des sociétés qui émettent des actions et pas des parts sociales. On verra qu'il y a une différence entre les deux, c'est qu'on peut céder plus facilement les actions que les parts sociales. Je rentrerai dans le détail de cela, mais on peut céder plus facilement les actions que les parts sociales. On a même, depuis décembre 2017, une ordonnance qui permet que les actions soient représentées par une inscription dans la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Je
vois vos visages enthousiastes se tourner vers l'avenir radieux de la blockchain. Qui n'a jamais entendu ce mot ici? Vous êtes quand même une majorité, j'ai l'impression, à n'avoir jamais entendu le mot. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir, je fais simple pour le moment, mais c'est d'avoir un registre électronique partagé entre de nombreux ordinateurs et qui est infalsifiable en théorie. Ce n'est pas un tiers de confiance qui tient les registres des actionnaires, qui sait à tout moment qui sont les actionnaires. C'est un réseau informatique, en principe, infalsifiable. Je donnerai quelques indications là-dessus. Je précise quand même qu'on a une ordonnance, mais qu'on n'a pas encore le décret d'application qui était attendu il y a quelques mois déjà. Donc c'est peut-être plus important d'avoir posé les principes, mais apparemment ça n'est pas très réclamé par la pratique d'avoir accès. Oui, c'est lié, quelqu'un dit crypto-monnaie. C'est lié parce qu'effectivement, la blockchain, c'est le support des crypto-monnaies comme le Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Bien. Ether et autres choses du genre. Donc, société de personnes, société de capitaux. Autre différence entre les deux formes de société, les sociétés de personnes ont en principe une fiscalité où elles ne payent pas directement l'impôt. Ce sont les associés qui sont imposés. La société ne paye pas l'impôt sur les sociétés. Alors que les sociétés de capitaux, elles, en principe, payent directement l'impôt sur les sociétés. Quand elles font du bénéfice, on va traiter la société comme un contribuable et la soumettre à un impôt particulier. Et après, quand elle distribue des dividendes aux associés, il y a un système d'abattement pour éviter que l'associé paye deux fois l'impôt, une fois payé par la société, une deuxième fois quand il perçoit le dividende. Donc, la fiscalité traite les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux différemment. Là encore, on peut nuancer parce que les sociétés de personnes peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés et les sociétés de capitaux, sous certaines conditions, peuvent demander à être soumises au régime des sociétés de personnes. Un avantage, c'est par exemple une société de capitaux qui fait beaucoup de pertes et qui du coup a un déficit. Le problème, c'est que si elle n'a que des pertes, elle n'a pas de bénéfices. Et du coup, ça veut dire que les pertes, elle a des pertes, elle ne paye pas d'impôts, très bien, mais ce déficit n'a pas d'utilité. Alors que si on est dans le régime des sociétés de personnes, on fait comme si la société fiscalement n'existait pas. Ça veut dire que les pertes, les déficits peuvent être imputés sur le bénéfice des associés et ça réduit du coup leurs bénéfices imposables. Voilà pourquoi ça peut être intéressant pour une société de capitaux de passer sous le régime d'imposition des sociétés de personnes parce que du coup le déficit de la société peut venir réduire la masse du bénéfice ou du revenu imposable des différents associés. Voilà, ça peut être l'intérêt de cette option lorsqu'elle est possible. Et puis, dernier point, plus théorique, mais qui est plus pour le coup de droit des sociétés. Dernier point, c'est la question de la nature contractuelle ou institutionnelle de la société. C'est un peu des vieilles théories, mais on s'en sert encore, et je ne peux pas vous laisser sortir de l'amphi sans avoir prononcé ces mots et sans vous avoir donné quelques indications. On se demande depuis longtemps si la société est un contrat ou une institution. Le contrat, vous savez ce que c'est. Si la société est un contrat, ça veut dire que l'intérêt qui gouverne la société, c'est l'intérêt de qui, avant tout? L'intérêt des parties, donc l'intérêt des associés. Si la société est une institution,
en revanche. Déjà, institution, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est une notion qui est beaucoup utilisée par qui? Ça vient du monde religieux et ça a été récupéré par... Oui? La politique, partie. Le droit quoi? Le droit public. Les publicistes, à un moment donné, ont eu besoin de notions pour habiller un peu leur matière. Ils n'avaient pas de code, donc il fallait trouver des choses. Et donc, j'aime bien rigoler avec le droit public, et donc il fallait, je n'en pense pas un mot, beaucoup d'entre vous travailleront, feront du droit public jour et nuit, les pauvres. En tous les cas, donc, il fallait, eh bien, une notion, en tous les cas, c'est une notion qui est utilisée par les publicistes, mais qu'on récupère, oui, on fait ça aussi, qu'on récupère en droit des sociétés. L'institution, c'est quoi? C'est une entité supérieure à ses membres. L'exemple, bien sûr, c'est l'État. On ne parle d'ailleurs pas de membres ou de partis, on parle des sujets de l'institution. Et ça permet de justifier que, quelqu'un écrit révolution, je suis d'accord, ça permet de justifier, enfin, calmement quand même, révolution juridique, ça permet de justifier que, eh bien, l'entité puisse avoir un intérêt supérieur à l'intérêt de ses membres. Ne vous enflammez pas, je ne suis pas révolutionnaire. Donc, intérêt supérieur à celui de ses membres, oui. Oui, ou intérêt des sujets. Voilà, intérêt supérieur aux intérêts des sujets. Les sujets de la société, ça va être qui si on dit que la société est une institution? Ça va être les associés. Ça justifiera donc que la société est un intérêt propre, un intérêt supérieur à celui des associés. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, il y a des bagarres entre certains auteurs ou certains courants de pensée. Certains vous disent que la société est un pur contrat. C'est plus la vision libérale des choses. La société n'existerait pas sans les actionnaires. Il est donc normal que l'on prenne en compte uniquement ou en tout premier l'intérêt des actionnaires. D'autres vous disent en face, la société n'est pas qu'un contrat, elle est une institution, elle doit jouer un rôle social, elle doit prendre en compte des intérêts qui ne sont pas que les intérêts des associés, mais d'autres intérêts, les intérêts des parties prenantes, c'est-à-dire notamment les salariés, mais aussi les clients, les fournisseurs, l'État, on peut aller assez loin comme ça, l'environnement. Vous comprenez peut-être de mon ton que j'ai plus de doutes sur la deuxième vision des choses. J'ai plus de doutes, pourquoi? Pas parce que je suis un ultralibéral, mais parce que tout simplement, c'est plus compliqué, je trouve, juridiquement, c'est compliqué de partir d'un contrat. Si on dit c'est un contrat, on comprend bien les choses. Si on dit c'est une institution, les choses sont tout de suite beaucoup plus floues, parce que ça veut dire qu'on a une structure juridique qui fonctionne avec des directives qui lui viennent de manière, qui lui viennent de partout et qui lui viennent de manière imprécise. Si on dit que la société doit obéir à l'intérêt général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut dire que telle société doit faire tel acte ou ne doit pas faire tel acte. C'est plus compliqué, ça semble plus dangereux, on voit moins de sécurité juridique là-dedans. Maintenant, ça me semble difficile de nier que la société, si elle exploite une entreprise, a un impact sur la société et qu'on ne peut pas lui laisser faire n'importe quoi. Donc le débat n'est pas tranché, mais dans certains cas, quand vous étudierez une décision de la Cour de cassation par exemple, vous pourrez dire qu'on fait triompher l'aspect contractuel des choses, ou au contraire que c'est l'aspect institutionnel de la société qui l'a emporté.
Si vous voyez un associé qui demande, par exemple, à être remboursé d'une créance qu'il a sur la société et qu'on lui répond que ce n'est pas possible parce que la société va mal et que sa survie justifie qu'il ne soit pas remboursé tout de suite. À votre avis, si on avait cette solution, ça serait quoi? Logique contractuelle ou institutionnelle? Logique institutionnelle, parce qu'on ferait primer la survie de la société vue comme une institution à l'intérêt supérieur à celui des parties. Donc voilà cette distinction. Je suis parti de la distinction société de personnes, société de capitaux. Je me suis rapproché de la distinction entre contrat et institution. Oui, l'un d'entre vous dit les deux observations, les deux analyses plutôt, ne sont-elles pas complémentaires si la plupart du temps on finit par conclure la société est d'abord un contrat, mais elle est aussi une institution. Et je rappelle que dans le projet de loi Pacte, une des mesures qui va très probablement être adoptée, c'est une mesure qui dit que la société est gérée dans son intérêt, dans l'intérêt social, et on précise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc on l'aura mis dans le Code civil. On a parlé d'un déclin, et c'est ma dernière observation sur cette grande distinction, sur la distinction société de personnes, société de capitaux. On a parlé d'un déclin de la distinction parce qu'avant, on voyait bien les choses, petite société, société de personnes, grande société, société de capitaux, mais sont apparues des sociétés intermédiaires. Deux exemples, la SARL, qui est une petite société. Donc, pas beaucoup d'associés, plutôt donc société de personnes, mais avec une responsabilité limitée, donc plutôt société de capitaux. Et autre exemple, la société qui a beaucoup de succès actuellement, qui est celle dont on crée le plus de nouvelles unités aujourd'hui, c'est la société par action simplifiée, la SAS. C'est une société par action. Donc, société de quoi? Société de capitaux, mais les statuts de la société peuvent donner une très grande importance à la personnalité des associés, et surtout, on a dit que c'était une société qui était une société proche du contrat, parce qu'on avait une grande liberté dans la rédaction des statuts, et ça nous rapproche plutôt de la société de personnes. J'ai encore une observation sur cette distinction. Les sociétés de personnes, est-ce qu'à votre avis, il y a beaucoup de textes de loi pour les régir? Société de personnes. Voilà, c'est proche du contrat, donc de la liberté contractuelle. On laisse plutôt aux parties le rôle de prévoir les règles de fonctionnement. Les sociétés de capitaux, comme ce sont de plus grandes sociétés où les associés se connaissent moins bien, et bien là, vous avez beaucoup plus de règles pour dire comment elles doivent fonctionner, puisqu'il est moins probable que les associés auront pu discuter longtemps des règles de fonctionnement de la société. Et puis c'est vrai que ça permet aussi, si c'est le législateur qui a défini les règles, ça permet d'avoir une forme de société que tout le monde connaît et qui est toujours la même finalement. Et pour avoir des sociétés cotées en bourse, c'est mieux d'avoir des sociétés qui sont soumises toujours aux mêmes règles que tout le monde connaît, que d'avoir, par exemple, des SAS avec des statuts archi particuliers. Je voudrais acheter 3 actions de cette société, faudrait peut-être lire les statuts avant. Si c'est des statuts de grandes sociétés cotées, c'est assez rare qu'on ait des surprises, alors que si c'est une SAS, les statuts auront été rédigés, en théorie, à chaque fois d'une manière qui peut être nouvelle, qui peut être différente.
Bon, et dernière distinction, on l'a déjà évoqué hier, la distinction sur le mode de financement. Donc c'était la distinction entre société ouverte et société fermée. On termine donc sur notre introduction. Quelques indications sur ce que j'attends de vous au cours de ce semestre. J'attends de vous quoi? De vous voir progresser, c'est-à-dire de vous voir progressivement acquérir la maîtrise des grands exercices, enfin, les grandes lignes de la matière, et aussi des grands exercices. Alors, ceux qui n'ont pas la matière avec TD, on ne va pas faire des exercices ensemble, mais c'est important de regarder, quand on parle de décisions de la Cour de cassation, d'aller les regarder, d'aller comprendre la manière dont elles sont structurées. 3e, 4e année, ce sont des années très importantes dans votre cursus, parce que c'est là que vous vous frottez vraiment aux matières techniques. Je ne dis pas que ce n'était pas technique avant, ça l'était vraiment, mais là vous abordez toute une série de matières nouvelles, qui reprennent pas mal le droit des contrats ou le droit administratif, et si vous avez la matière en TD, on va faire pas mal de commentaires, d'arrêts, pas mal de dissertations. Ce sont les 2 exercices que vous aurez dans l'examen, pour ceux qui auront la matière avec TD, dissertation et commentaires d'arrêt. Au choix, bien sûr, je le précise, il y a toujours une copie sur plusieurs centaines qui a fait les 2, donc regardez bien avant de vous lancer à corps perdu dans « Ah, c'est long, ils sont durs quand même, dissertation et commentaires », et puis quand on sort, quelqu'un vous demande « Quoi, t'as pris quoi, toi ?» Comment ça, t'as pris quoi? Voilà. Évitez le piège inverse, qui est, il y a 3 questions, ben, c'est au choix, non? Bon, donc regardez bien l'énoncé, depuis avoir corrigé quand même quelques copies avec tous les exercices ou une seule question sur les 3, je mets toujours en gras si c'est au choix ou pas au choix. De même, petit conseil pour tout le monde, tournez toujours la page. Des fois, il y a des questions, ou il y a des indications, ou il y a la suite de l'arrêt. Un arrêt qu'on ne comprend pas beaucoup, qui finit abruptement. Ah oui, non, pardon. Donc, regardez bien l'énoncé. Pour ceux qui ont la matière avec TD, pour l'examen, donc c'est dissertation ou commentaire au choix. Et donc avec le code, et je le répète, ça n'a pas changé depuis hier, le code surligné ou stabiloté, oui, le code annoté, non. Ceux qui n'ont pas la matière avec TD, vous aurez 1 ou 2 questions, qui sont des questions, c'est pas des questions où on recrache le cours, c'est des questions avec un minimum de réflexion, et là aussi, vous aurez droit au code. Bien. Et là, ça dure 1 heure. Le tout en première session, puisque en deuxième session, ça dure 1 heure pour tout le monde. Les règles ont changé au cours des années, mais ne parlons pas de malheur, on n'en est pas à la deuxième session. Donc, on commence avec notre premier chapitre de cours, qui est le chapitre sur le contrat de société. Et le contrat de société va nous permettre de voir 2 choses. D'une part, les éléments constitutifs, les éléments spécifiques de la société, les apports, l'intention de participer au résultat, l'affectio societatis, ça va être une grande partie de ce chapitre. L'autre aspect des choses qu'on va voir, c'est le fait que, comme la société est un contrat, elle est soumise au droit des contrats. On ne va pas refaire bien sûr tout le droit des contrats, mais on va évoquer rapidement quelques points particuliers, notamment sur les promesses de société et sur le consentement des associés. Avant d'aborder le chapitre proprement dit, quelques petits développements introductifs. On parle du contrat de société. En pratique, c'est très rare qu'on signe quelque chose qui s'appelle contrat de société. Ça n'arrive à peu près jamais. On signe quoi quand on signe quelque chose? Contrat de travail, oui, mais si on est dans les sociétés. Contrat d'achat de part sociale, ça c'est quand on arrive en cours de route. Quand on arrive en cours de route,
on achète des parts ou des actions à un associé et on ne re-signe pas avec les autres associés. Mais qu'est-ce qu'on signe au départ de la société? Des statuts, absolument. Les statuts, c'est le nom qu'on donne aux règles qui définissent le fonctionnement de la société. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on se dit il y a un contrat entre les associés, mais finalement le contrat, on ne le voit pas. En fait, le contrat, il est dans les statuts de la société. Si je reprends mes statuts de coopérative, quand on dit il est constitué entre les sous-signés, alors on prévoit déjà, et ceux qui adhéreront au présent statut une société, c'est qu'on a déjà le contrat de société qui est ici. Effectivement, des statuts, la réponse vient aussi via le petit écran. Donc, des statuts, pas un contrat de société, mais ça c'est la forme qu'on donne. Juridiquement, on a souvent, pas toujours, mais on a souvent un contrat entre les associés. Quand est-ce qu'on n'a pas de contrat entre les associés? Il y a deux cas. Oui? Quand c'est la même famille, alors, non, même entre gens de la même famille, ils vont faire un contrat. Petit point de rapprochement, on a dit tout à l'heure, impossibilité morale de faire un contrat entre gens de la même famille. Mais ce n'est pas le même contrat dont on parle. Quand on dit on ne fait pas de contrat entre gens de la même famille, on veut dire contrat quoi? Contrat papier. On ne fait pas d'instrumentum, on ne fait pas d'écrit entre membres de la même famille. Mais si on fait un contrat de vente ou un contrat de société, c'est exactement la même chose entre membres de la même famille ou entre personnes qui sont absolument étrangères. Deux cas dans lesquels il n'y a pas de contrat au départ. Premier cas, absolument, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, la société créée de fait. Les parties n'ont pas consenti vraiment à un contrat. Elles ne se sont pas dit on va faire un contrat de société. Mais après, on se rend compte qu'elles se comportent comme des associés. Et le juge va dire eh bien, cela, je le qualifie de société. Mais au départ, les parties n'ont pas dit, n'ont pas consenti à faire une société. Et puis l'autre cas, beaucoup plus fréquent en réalité. C'est quoi l'autre cas? Oui? Voilà, la société avec un seul associé. Est-ce que tu veux faire un contrat avec moi? Oui, on se regarde dans la glace, je veux bien, mais on est tout seul, ben on va quand même faire une société, donc société d'une seule personne, société unipersonnelle. Est-ce que c'est possible de faire un contrat tout seul? Le contrat avec soi-même. En droit des contrats, on vous dit que non, et on a raison. Ou alors, si vous faites des contrats avec vous-même, moi je m'écris des mails à moi-même parfois, mais c'est pour m'envoyer des documents. Je sais que je ne... Oh, qui m'a écrit, hein, encore lui, mon cher ami, voilà. Bon, mais le contrat d'une seule personne, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas. Simplement, l'article 1832 du Code civil, celui que je lisais hier, l'article 1832 vous dit quoi? Vous dit que dans les cas prévus par la loi, la société peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Acte de volonté d'une seule personne. On connaît surtout quoi? On connaît surtout, je vous passe les entreprises agricoles à responsabilité limitée qui peuvent n'avoir qu'un associé. On connaît surtout l'EURL, qui est une SARL à un seul associé. Et on connaît la SASU, qui est la SAS unipersonnelle, donc à un seul associé. Illustration de l'utilisation de la SASU dans l'actualité récente. Si vous lisez régulièrement les journaux, il n'y a pas longtemps, on parlait de ce journal qui s'appelle Le Média. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un journal, enfin c'est
un média précisément qui se veut indépendant, mais dont je comprends à ce que je lis qu'il est surtout rattaché au parti La France Insoumise, et on découvre qu'il y a plusieurs SAS unipersonnels qui ont été constitués par différentes personnes et qui notamment détiendraient la marque Le Média. Voilà, c'est une histoire passionnante, de même que le statut juridique des personnes qui s'appellent les socios et qui sont les personnes qui ont financé tout ça. Je vous renvoie à la presse du mois d'août et à l'article que j'ai écrit sur mon blog sur le sujet. Juridiquement, c'est intéressant, politiquement, ça n'est pas notre affaire ici, mais c'est quand même intéressant aussi. Bien. Donc, société unipersonnelle, quand la loi l'autorise, sinon il faut un contrat de société, et donc il faut plusieurs associés, avec, précision encore, la petite particularité de la société créée de. Mais lorsqu'on va parler ici du contrat de société, on vise précisément l'hypothèse entre guillemets normale où vous avez plusieurs associés. En réalité, pas mal de choses qu'on va voir, les apports, l'intention de participer au résultat, ça vaut aussi si vous avez un seul associé. Si je veux faire une URL, il faut que je fasse un apport, il faut que j'ai l'intention de participer au résultat. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est le coût de l'affectio societatis. Comment je fais pour prouver que j'avais l'intention de me comporter en associé de moi-même. Bon, c'est un peu plus théorique, mais en tous les cas, donc, pas mal de choses qu'on va voir valent aussi quand c'est une société acte uni personnel. Donc on va voir, première section de ce chapitre, les éléments constitutifs du contrat de société, c'est-à-dire les conditions spécifiques du contrat de société. Ce qui distingue le contrat de société des autres contrats. Ces éléments, il y en a trois, on les a déjà listés: les apports, l'intention de participer au résultat, avec au résultat au pluriel, et ce fameux affectio societatis qui semble venir d'Harry Potter, si j'en crois les premiers commentaires que j'ai vu passer de ceux qui commençaient l'étude du droit des sociétés cette semaine. Donc, apport, intention de participer au résultat, affectio societatis. Paragraphe 1er, les apports. Qu'est-ce qu'il faut dire sur les apports? Les apports, je commence par eux, par peut-être pas le plus important. Je ne vais pas ici dire que c'est... Mais c'est l'élément le plus tangible. Parce que les apports, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est un bien, autre que de l'argent, c'est une activité. En tous les cas, c'est quelque chose qui a une valeur. Et c'est quelque chose que la société peut utiliser matériellement, ça a une valeur. Si c'est de l'argent, la société peut le dépenser. Si c'est un bien, elle peut s'en servir. Si c'est une activité, elle en reçoit le bénéfice. Alors que les deux autres éléments, c'est quoi? C'est l'intention de participer au résultat. Et c'est un truc en latin dont on ne sait pas bien ce que c'est. On saura bientôt ce que c'est. Mais vous comprenez que, je vois passer incidemment une observation, est-ce qu'on pourrait avoir le plan du cours sur l'EPI, s'il vous plaît? Sachez que j'ai tenté de mettre différents documents sur l'EPI, mais que ces derniers jours, l'EPI n'était pas très amical avec moi, et que même quand je décrivais les documents, après je comprenais qu'on allait en rester là, mais je vais réessayer, y compris pour les autres documents que je dois y mettre. Donc, l'apport, c'est un élément qui est un élément avec une existence matérielle. C'est un élément dont certains ont estimé qu'il était essentiel à la société. En doctrine, vous avez une formule qu'on lit parfois qui est « pas d'apport, pas de société ».
pas d'apport, pas de société, ou pas d'apport, pas de qualité d'associé. Est-ce que c'est très juste de dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas fait d'apport et pourtant qui ont la qualité d'associé? Qui? Les actionnaires, ils n'ont pas la qualité d'associé? On peut acheter des actions. Alors, si j'achète les actions de quelqu'un, j'achète les actions de quelqu'un qui avait déjà fait un apport. Donc, d'une certaine manière, je prends sa place. Je n'ai pas fait d'apport moi-même au départ, je n'étais pas là, mais quelqu'un a fait un apport et j'ai repris sa position. Oui? Alors, c'est pas du tout une ânerie, merci de proposer des choses. Les personnes qui donneraient des conseils qui gravitent autour de l'actionnaire. Est-ce qu'ils ont la qualité d'actionnaire? On pourrait, ils pourraient prétendre qu'ils l'ont, et si on trouvait en 10 secondes des arguments, vous êtes l'actionnaire, vous avez mis 500 000 € dans la société. Moi, j'étais là, j'ai donné quelques conseils lors de la constitution de la société. Et maintenant, votre société marche extrêmement bien. Et vous m'avez promis, vraiment, tes conseils étaient très utiles. Lorsqu'on sortira, je ne sais pas ce que vous produisez, des chocolats par exemple, toi tu auras une boîte gratuite de chocolat, la première boîte. Merci beaucoup, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, ce serait une part du dividende, une part du bénéfice. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour... Oui ? Exactement, on a déjà parlé de l'apport en industrie. Mes conseils, ce n'étaient pas juste des petits conseils amicaux de rien du tout. Moi, j'ai pris les choses au sérieux et j'ai fait quelques mails dans lesquels j'ai fait une prestation de service, mais pas comme contrat d'entreprise où on me paye juste pour le temps passé. Moi, c'était un véritable apport en industrie. Et peut-être qu'on va pouvoir me reconnaître, du coup, la qualité d'associé ou d'actionnaire. Alors, je vois passer le conjoint associé. Alors, le conjoint, il a une situation un peu compliquée. J'en parle un peu plus loin quand on va voir l'associé et le conjoint. Mais je donne un exemple. En principe, il faut avoir fait un apport. Il y a, comme exception à ça, un exemple assez connu dans les grandes sociétés. C'est les cas dans lesquels on attribue aux salariés des actions gratuites. La loi autorise à attribuer aux salariés, sous certaines conditions, des actions gratuites. Enfin, à attribuer gratuitement des actions de la société. C'est une forme de rémunération des salariés. En réalité, ces actions, est-ce qu'elles n'ont aucune contrepartie? Si, elles ont une contrepartie qui est proche d'un apport en industrie, parce qu'elles viennent remercier, rémunérer l'associé de son activité pour la société. Donc, oui, formellement, l'associé, on ne lui demande pas d'acheter, de verser une contrepartie, un apport en numéraire, mais on lui dit qu'on lui attribue gratuitement, mais encore une fois, c'est en contrepartie de son activité, donc finalement, c'est assez proche de l'apport en industrie. L'apport, c'est un élément essentiel, je le répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre apport n'est pas valable, par exemple, si vous apportez un bien qui n'est pas à vous, votre apport va être annulé et ça devrait entraîner la nullité du contrat de société. Au moins une nullité partielle, mais en tous les cas, c'est sûr que si votre apport c'est le brevet déposé par quelqu'un d'autre, alors que vous n'avez aucun droit sur le brevet en question, ça va être difficile de rester associé de la société. Pas d'apport si votre apport est nul, pas d'apport non plus si votre apport n'a aucune valeur. Pourquoi est-ce que votre apport n'a aucune valeur? Par exemple, parce que vous apportez un bien qui est grevé de sûreté. C'est quoi être grevé? Quand vous rentrez chez vous le soir,
Vous dites quoi à vos parents ou à votre compagne, à votre compagnon? Ah, le cours de droit des sociétés, c'était fatigant. Je suis complètement... Bien. Donc, vous avez appris un nouveau mot. Donc, un bien, non, ça ne s'utilise pas comme ça, un bien qui est grevé de sûreté, qui font qu'il y a des créanciers qui peuvent saisir le bien, le faire vendre et récupérer sur le prix de vente du bien plus que le prix de vente. C'est une situation dans laquelle le bien n'a aucune valeur. Et donc, si vous apportez ce bien à la société, vous apportez un bien qui n'a aucune valeur, et donc, votre apport n'est pas un apport valable. Et donc, votre apport est nul, vous n'avez pas la qualité d'associé, et peut-être que le contrat de société dans son entier est nul également. Deux précisions encore sur l'apport ici. Première précision, quand vous regardez la jurisprudence sous l'article 1832, vous avez un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2016 qui vous donne une précision intéressante, qui vous dit « Toute personne », c'est le résumé qui en est donné, mais l'arrêt dit à peu de choses près cela, « Toute personne qui a souscrit des parts et effectué l'apport correspondant à la qualité d'associé, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé. » J'apporte de l'argent à une société qu'on constitue. Donc je promets de souscrire pour 100 000 euros de part de la société. On découvre que je n'ai pas du tout les 100 000 euros, mais que j'ai été faire un emprunt auprès d'une banque. Est-ce que mon apport est valable? Réponse de cet arrêt, oui, l'apport est valable puisque peu importe les conditions dans lesquelles l'apport est financé. Je peux aller emprunter à une banque pour devenir associé, pour faire mon apport. Mais attention quand même, vous avez une limite particulière. L'argent, vous ne pouvez pas le trouver n'importe où. C'est un texte qui concerne les sociétés par action, mais la règle pourrait avoir une portée plus large. Article L225-216 du Code de commerce, on vous dit « Une société ne peut avancer des fonds ». Je simplifie un peu le texte. En vue de la souscription de ses propres actions. Donc, l'argent, vous pouvez l'emprunter à un tiers, mais vous ne pouvez pas l'emprunter à la société elle-même. Sinon, on peut se dire qu'il n'y aura pas les apports qui sont sur le papier si en réalité l'apport des uns est financé par les sommes que la société a déjà reçues au titre de l'apport des autres. Donc vous avez cette règle spéciale, article L225-216 du Code de commerce. Je termine pour aujourd'hui sur une distinction importante entre la souscription des actions ou des parts et ce qu'on appelle leur libération. Quand je souscris des actions ou des parts, je m'engage parce que je signe les statuts, parce que je signe un contrat, je m'engage à devenir actionnaire pour 1000 actions par exemple. Si les actions ont une valeur nominale, donc une valeur par action de 100 € par action. Si je souscris 1000 actions, j'ai pris l'engagement de faire un apport de combien? Question facile. Qui a dit 0? 100 000 €. Donc j'ai un engagement, je prends l'engagement d'apporter à la société 100 000 €. Est-ce qu'il faut que j'ai les 100 000 €
avec moi tout de suite et que je les pose sur la table. Si on n'a rien dit dans la loi ou dans les statuts, c'est quoi la règle en droit des contrats? Si je promets quelque chose sans dire quand ça interviendra, la règle, c'est que le créancier peut demander le quelque chose tout de suite. Pour les sociétés, vous avez des règles spéciales. Alors, si vous n'avez pas de règles spéciales, il faut faire tout de suite son apport. Mais exemple de règles spéciales dans les sociétés par action. C'est l'article L225-3. On vous dit, le capital doit être intégralement souscrit. Ça veut dire que quand vous faites une société par action, il faut que toutes les actions aient trouvé preneur. Si vous dites que la société a 1000 actions, il faut que les 1000 actions aient été souscrites par des actionnaires. Ils ont tous donné leur accord pour devenir actionnaires pour 1000 actions. Mais on vous dit après, les actions de numéraire, c'est-à-dire les actions qu'on paye en argent, sont libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. Ça veut dire que si je souscris pour 100 000 euros d'actions, je dois tout de suite remettre un chèque ou faire un virement pour 50 000 euros. Et pour le reste, on vous dit, la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision des dirigeants dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Donc je vais souscrire tout de suite pour toutes mes actions. Mais on ne me demande tout de suite que la moitié du montant de mon apport. Le reste, c'est dans les 5 ans. Attention, les dirigeants pourraient décider dès le lendemain de me demander de verser ce que je dois encore à la société. Merci pour votre attention, chers amis. On se revoit lundi prochain.